Presque tout est une affaire d'hormones. Les scientifiques estiment que plus d'1 millier d'entre elles interviennent dans les processus du corps humain sans que nous en ayons conscience. Le vieillissement, la grossesse, lorsque nous pratiquons un sport ou que nous éprouvons des émotions extrêmes, tout dépend de ces messagers chimiques. Les hormones sexuelles notamment, œstrogène, progestérone ou encore testostérone, jouent un rôle majeur. Elles sont responsables de l'apparence physique et ont une influence déterminante sur la sexualité, la santé et le bien-être. Quand elles commencent à fluctuer ou à diminuer, la vie peut s'en trouver complètement bouleversée. Une étape souvent vécue comme un cataclysme. Que se passe-t-il dans notre corps quand les hormones sexuelles s'affolent et se font plus rares? Pouvons-nous les remplacer et retarder ainsi le processus de vieillissement? Les traitements hormonaux sont-ils une fontaine de jouvence? Quand les femmes franchissent le cap de la ménopause, elles sont au sommet de leur potentiel, et si elles travaillent, de leur carrière. Il est donc très important qu'elles conservent un bon fonctionnement cognitif. Il existe différents termes. Andropause, déficit androgénique lié à l'âge ou encore ménopause masculine. Tous ces termes sont à prendre avec précaution car il n'existe aucun tableau clinique type. Quand on regarde toute la presse, on a l'impression qu'à la ménopause, on devient un monstre. Nous ne pouvons pas arrêter notre vieillissement, même avec des hormones. C'est ainsi. La peau vieillit. Peut-être peut-on retarder ce processus avec des hormones, mais fondamentalement, il n'existe aucune solution. Chez la femme, le plus grand bouleversement hormonal a lieu pendant la grossesse. Le taux d'œstrogène grimpe en flèche, la future maman rayonne. À la puberté, autre période de turbulence hormonale, la fillette devient une femme et le jeune garçon un homme. Mais c'est aussi pendant la ménopause, et on le sait désormais de l'andropause, que les hormones semblent n'en faire qu'à leur tête. Que se passe-t-il alors, du point de vue biologique? La production d'hormones est pilotée par une zone dédiée du cerveau. Chez la femme, l'hypophyse produit l'hormone folliculostimulante, ou FSH. Celle-ci stimule dans les follicules ovariens la production d'œstrogène. Au début de la ménopause, cette production hormonale décline, car le stock d'ovules diminue avant de s'épuiser complètement. La production d'œstrogène est de plus en plus faible. Chez l'homme, l'hypophyse sécrète des hormones agissant sur les testicules. Sous leur influence, les cellules dites de Leydig produisent de la testostérone. Sa concentration est plus élevée dans les testicules que dans le sang. À partir d'environ 40 ans, le taux de testostérone diminue. Cette jeune femme ne peut plus tomber enceinte. À 35 ans, elle fait partie des rares personnes chez qui la ménopause est arrivée très tôt. Pour cette maman d'un petit garçon, le diagnostic a été un choc. Elle n'aura plus d'enfant. Julia Schmidt pense être enceinte quand elle consulte sa gynécologue. Elle a arrêté de prendre la pilule et n'a plus ses règles. J'avais quand même des symptômes que je n'avais pas connus pendant ma première grossesse. Je souffrais d'insomnie, de sautes d'humeur extrêmes. Un jour, j'étais en réunion au travail et je me suis mise tout à coup à transpirer. C'était très désagréable. C'est là que j'ai commencé à me demander ce qui n'allait pas. Sa gynécologue pense d'abord à un déséquilibre hormonal, ce qui n'a rien d'inhabituel après avoir arrêté la pilule. Mais les règles tardent à revenir, et le médecin oriente sa patiente vers une endocrinologue.
C'est elle qui lui annonce le terrible diagnostic de ménopause précoce. Je n'arrivais pas à y croire. Je n'arrivais pas à faire le lien entre ce diagnostic et moi. Je me suis dit que j'avais vieilli d'un coup. 1000 pensées me sont passées par la tête. Je n'aurai plus jamais d'enfants. Est-ce que mon mari me trouvera toujours attirante? C'était horrible. Je suis encore loin de pouvoir dire que je l'ai accepté. C'est toujours dur pour moi quand je vois des enfants, et plus encore des mères qui sont enceintes à nouveau, parce que j'aurais tellement aimé connaître cela moi aussi. Ce sont des situations qui me font encore très mal. Julia doit régulièrement se soumettre à des prises de sang pour faire contrôler ses valeurs hormonales. Quand une femme est ménopausée avant l'âge de 40 ans, les médecins parlent de ménopause précoce. Au moins une femme sur 100 est concernée. Le docteur Katrin Schaudig, médecin endocrinologue, connaît de nombreux cas. Je reçois la patiente, je discute avec elle de ses symptômes, puis j'effectue la prise de sang. Lorsque je reçois les résultats des analyses sanguines, la patiente n'est pas présente. Au moment de la revoir, je ne veux pas dire que j'appréhende toujours, mais je dois en tout cas me préparer et bien réfléchir à sa situation. S'il s'agit d'une femme avec un désir d'enfant pressant, alors ce sera difficile à vivre pour elle. Il m'arrive alors de l'orienter vers un soutien psychologique. Mais j'ai aussi connu des cas où le désir d'enfant n'était pas prééminent. Pour ces patientes, ce n'était donc pas du tout un problème. J'ai reçu un jour une jeune femme qui m'a dit « Très bien, maintenant je vais pouvoir me consacrer pleinement à ma carrière sans me préoccuper de ce désir d'enfant. » Quels sont les processus hormonaux à l'œuvre chez une femme qui connaît une ménopause précoce ? Il y a toujours des cas où les femmes n'ont pas reçu suffisamment d'ovules à la naissance. Les ovules dont nous disposons, nous ne pouvons pas les multiplier. Ils nous sont donnés à la naissance comme un petit paquet. Lorsque ce stock d'ovules est trop faible dès le départ, ou qu'il s'épuise prématurément au fil des années, alors c'est la ménopause. La ménopause précoce peut aussi survenir après une chimiothérapie. Mais il existe également des causes génétiques. On peut imaginer que la mère d'une femme concernée par une ménopause précoce ait eu un problème pendant la grossesse sans qu'elle en ait eu conscience. Les ovaires de l'embryon peuvent subir des influences délétères au cours de leur développement, ce qui entraînera plus tard chez la femme adulte une ménopause précoce. Dans 70% des cas, comme dans celui de Julia Schmidt, il n'existe aucune explication médicale. En cas de ménopause précoce, il y a un consensus entre les spécialistes du monde entier pour recommander à ces femmes un traitement hormonal substitutif de long terme. Ce traitement consiste à leur administrer ce que les autres femmes du même âge sécrètent encore elles-mêmes, à savoir des œstrogènes ainsi que l'hormone du corps jaune, la progestérone. On reproduit ainsi ce qui se fait naturellement, la dégradation de la muqueuse utérine, ce qui provoque les règles. Tous les spécialistes préconisent d'administrer ce traitement jusqu'à l'âge habituel de la ménopause, qui survient actuellement autour de 52 ans. Les œstrogènes assurent un rôle de protection du tissu osseux. Ils protègent, surtout les jeunes ménopausés, de l'ostéoporose, la perte de la résistance osseuse. En Europe et aux États-Unis, la génération des baby-boomeuses a atteint l'âge de la ménopause. Un marché colossal autant qu'un champ de recherche immense. Car environ un tiers des femmes se plaignent de symptômes. À l'hôpital universitaire de Berne, la professeure Petra Stutte est spécialisée avec son équipe dans l'endocrinologie gynécologique. Elle s'intéresse particulièrement aux hormones sexuelles féminines pendant la ménopause, qui font souvent des leurs.
Dans cet hôpital, on aborde de façon pragmatique cette période, délicate pour de nombreuses femmes. Chaque patiente reçoit en amont une plaquette d'information. Sur ce schéma, on voit de façon très simple comment fonctionnent les circuits de régulation hormonale. La plupart sont pilotés à partir du cerveau, notre sujet principal étant bien entendu l'ovaire. Cette plaquette contient également un questionnaire qui nous est très utile. Il s'agit du Menopause Rating Scale, un questionnaire validé au niveau international. Ce questionnaire passe en revue tous les symptômes qui peuvent se manifester. Des troubles cardiaques ou urinaires, en passant par les douleurs articulaires, l'humeur dépressive ou les problèmes sexuels. Pour beaucoup, c'est un grand soulagement de se rendre compte que certains symptômes que des femmes avaient constatés, mais de façon presque imperceptible, sont à mettre sur le compte de la ménopause. La plaquette informe également sur les traitements possibles, comprimés, patchs ou gels hormonaux, y compris pour lutter contre les problèmes localisés. Lorsque la gêne est essentiellement d'ordre génital, un traitement localisé de la zone vaginale est souvent suffisant. Et nous avons dans ce domaine une offre abondante. La ménopause intéresse autant la pharmacologie que la médecine. Mais difficile encore de distinguer les symptômes liés à la ménopause de ceux relevant du vieillissement en général. Les traitements font également débat. Si vous deviez ressentir une douleur de type brûlure ou comme une décharge électrique, dites-le moi. Dans ce cas, je retirerai l'aiguille. En partenariat avec l'Institut de médecine complémentaire, Petra Stute étudie les effets de l'acupuncture. On sait qu'elle peut soulager les bouffées de chaleur. Les femmes souffrant de symptômes sévères reçoivent souvent un traitement hormonal substitutif. Une étude sur 3 ans doit déterminer si l'acupuncture permet de réduire, voire de supprimer la prise d'hormones. Il y a ici 2 points qui agissent essentiellement en régulant la tension. Ils influent sur l'irritabilité, sur les raideurs musculaires, mais également sur la sensation de tension en général. J'ai piqué une combinaison de points qui renforce la partie médiane. Ils sont aussi censés libérer l'énergie et réguler la fonction digestive, souvent problématique à la ménopause. Quand le sommeil est perturbé, l'énergie fait défaut. Dans le laboratoire du sommeil, on étudie ce phénomène aux différentes phases de la vie. Les troubles du sommeil peuvent s'expliquer par un déficit en oestrogène, mais aussi par le fait que la progestérone n'est plus produite en quantité suffisante. La progestérone est une hormone qui nous aide à entrer dans le sommeil profond. En son absence, beaucoup de femmes ont l'impression de ne dormir que de façon superficielle. Elles ont le sommeil léger et sont facilement réveillées par le moindre bruit. Les bouffées de chaleur nocturnes aussi peuvent perturber le sommeil. Mais la ménopause n'est pas toujours en cause. D'autres facteurs peuvent faire perdre le sommeil, aux femmes comme aux hommes. Par exemple, la sécrétion par la glande pinéale de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil par excellence, diminue avec l'âge. Il est donc plausible qu'une production moindre de mélatonine pendant la nuit ait des conséquences sur le sommeil. Les hormones sexuelles ne sont pas forcément les seules en cause. Il est possible que d'autres circuits hormonaux soient eux aussi modifiés. De nombreuses femmes surmontent la période délicate de la ménopause grâce au sport. Mais que faire quand cela ne suffit pas et que les souffrances persistent? L'histoire de Connie Desailles commence il y a 11 ans, lorsque cette professeure devient ménopausée à l'âge de 53 ans. On est en contact permanent avec les élèves et il faut pouvoir rester très concentré. Alors quand on a des bouffées de chaleur à répétition, à l'époque j'en avais jusqu'à 2 par cours, on est complètement obnubilé par son corps. On ne peut plus se concentrer sur autre chose. On se sent sale.
On aimerait pouvoir s'isoler le temps que ça passe, parce qu'on ruisselle de sueur alors que personne d'autre ne transpire. On se sent tout simplement ridicule. Il est évident que la femme a son propre mode de fonctionnement et par chance, mes élèves ont été très tolérants. Je leur ai expliqué que c'était ainsi chez les femmes de mon âge et ils n'ont jamais dit quoi que ce soit. Mais ça m'a quand même beaucoup perturbée. Connie a essayé beaucoup de traitements pour venir à bout de ses symptômes. D'abord du sport, des infusions, puis l'homéopathie, des séances d'acupuncture et des produits à base de plantes, sans résultat probant. Sa gynécologue, Gerlinde Biermelin, a accompagné de nombreuses femmes à la ménopause. Toutes ont des bouffées de chaleur. Dans le cerveau, le centre de régulation de la température, piloté par les œstrogènes, doit d'abord s'habituer à la carence hormonale. Mais le degré de gêne varie selon chaque femme. Lorsque les symptômes sont légers, j'essaie toujours de les traiter d'abord par phytothérapie. Ce n'est que si la femme souffre de symptômes réellement handicapants, si sa qualité de vie au quotidien est fortement altérée, que je prescris des hormones. Mais ce n'est certainement pas le traitement de premier choix. Cette situation m'handicapait beaucoup et était incompatible avec ma vie professionnelle. J'ai donc demandé de l'aide à ma gynécologue. Elle m'a prescrit une hormone faiblement dosée et ça a merveilleusement fonctionné. C'était parfait. Et j'avais un peu le sentiment que c'était une sorte de fontaine de jouvence. On retrouve sa vie d'avant. J'étais ravie. J'ai pris ce traitement pendant quelques années jusqu'à ce que j'aie un cancer du sein, même s'il n'y a pas forcément un lien de cause à effet. Ma gynécologue ne l'a d'ailleurs jamais prétendu, même si on ne sait évidemment pas ce qui se serait passé si je n'avais pris aucune hormone. Le diagnostic a entraîné l'arrêt immédiat du traitement hormonal parce que ce cancer du sein se nourrissait de la prise d'hormones. Le risque de cancer du sein reste l'effet secondaire majeur. Nous connaissons aussi cela avec les méthodes contraceptives hormonales. Toutes les hormones entraînent un risque accru de thrombose, d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral. Il faut en parler avec la patiente. Il faut vérifier s'il y a des antécédents familiaux qui entraîneraient des risques, auquel cas les hormones sont bien sûr interdites. Le monde s'est écroulé sous mes pieds. Heureusement, ça n'a pas duré, mais sur le moment, c'était assez terrible. C'est comme si on m'avait débranché et que je ne pouvais plus réagir. Ensuite, on se reprend et on se dit qu'on va s'en sortir. Comme je l'ai dit, ça n'a pas duré très longtemps, par chance. Après une petite intervention chirurgicale, Connie, 64 ans aujourd'hui, a dû prendre pendant 5 ans du tamoxifène, utilisé pour traiter le cancer. Et le tamoxifène augmente les bouffées de chaleur, en tout cas chez certaines personnes, et c'est ce qui est arrivé pour moi. C'était encore pire. Aujourd'hui, je ne le prends plus du tout et tout est comme avant. J'ai toujours des bouffées de chaleur, mais je vis avec. Il paraît que certaines femmes en ont encore à 75 ans. La durée de la ménopause est programmée génétiquement et diffère d'une femme à l'autre. Cette période de transition dure généralement 7 ans environ. Elle s'accompagne souvent de grands changements physiologiques qui doivent être surmontés. Mais comment ce changement est-il vécu psychiquement? Et quel regard porte la société sur le phénomène ménopause? La sociologue Cécile Charlap a demandé à de nombreuses femmes concernées comment elles vivaient cette période et comment elles se sentaient perçues. Pour sa thèse de doctorat, La fabrique de la ménopause, elle a analysé le discours médical au fil de l'histoire ainsi que celui véhiculé par la publicité. Le terme de ménopause, qualifié d'âge critique, fait son apparition seulement à la fin du XIXe siècle, dans le sillage des progrès médicaux et de l'allongement de la durée de la vie.
partir des années 1920, on a commencé à penser le corps à partir des hormones. Et la ménopause a été pensée comme une déficience hormonale. Et les discours médicaux se fondent finalement sur une rhétorique spécifique qui met en jeu des représentations particulières. Donc la ménopause, elle n'est pas vue est présentée comme une simple transformation, mais elle est pensée et dite comme un terreau de symptômes pathologiques. Oui, donc ce qui est intéressant, c'est de voir que les pouvoirs publics participent aussi de cette représentation de la ménopause. Là, on voit le site internet de l'assurance maladie qui associe la ménopause aux problèmes, aux symptômes, aux risques, qu'il envisage du point de vue de la perte. C'est pas seulement une transformation, c'est une carence, et puis qu'il la renvoie directement à des problèmes de santé. Donc, comme une maladie, il faudrait en faire un diagnostic. Voilà. Donc là, on a vraiment l'association directe de la ménopause avec la maladie. Et qui dit maladie, dit traitement. Alors, ce qui était intéressant de regarder, c'était toutes les images qu'il y a autour de la ménopause, parce qu'il y a bien sûr des discours, mais aujourd'hui, voilà, on a beaucoup d'images. Et ce qui est apparu sur les sites internet, dans les publicités, c'est toute une imagerie qui présente les femmes au mieux soucieuses. Donc on le voit là, des femmes qui n'ont pas du tout l'âge d'être ménopausées, mais donc des articles qui parlent de la ménopause et qui nous montrent des photos de femmes très, très soucieuses qui sont en train de véritablement souffrir de la ménopause, que ce soit du fait des bouffées de chaleur ou d'autres raisons. Toutes mes interviewées n'ont pas connu forcément de manifestations corporelles, mais ces représentations déficitaires du vieillissement, d'une moindre féminité et du fait que le marché amoureux pour les femmes est beaucoup moins favorable à partir d'un certain âge que pour les hommes, ça, elles le vivent profondément, oui. L'histoire montre que l'attitude vis-à-vis de la ménopause a changé au cours des dernières décennies. Dès les années 1960, on prescrit des hormones, mais dans un premier temps, rarement aux femmes ménopausées. Leurs troubles éventuels ne sont pas considérés comme pathologiques, mais comme faisant partie du vieillissement. Le médecin américain Robert Wilson change la donne. C'est le premier à définir la ménopause comme une maladie. Avec la diminution de la production d'œstrogènes, le corps de la femme commence à se flétrir, écrit-il dans son ouvrage Feminine Forever. La femme ménopausée serait un être castré, transformé en furie par la perte hormonale. Le médecin promet la jeunesse grâce aux hormones et préconise pour toutes les femmes ménopausées un traitement hormonal. Ce médicament suscite une véritable ruée. Puis c'est la désillusion. Au début des années 1970, le cancer de l'utérus touche de plus en plus de femmes. On soupçonne les œstrogènes. Au traitement vient alors s'ajouter de la progestérone, censée prévenir une prolifération de l'endomètre. Et effectivement, les cas de cancer diminuent. Dans les années 1980, les prescriptions de traitements hormonaux explosent de nouveau. Car la thérapie combinée œstrogène-gestagène promet aussi une protection contre les maladies cardiovasculaires. Mais cet espoir est balayé quand en 2002, la plus grande étude jusque-là menée aux États-Unis sur les traitements hormonaux est interrompue. Les données montrent que les hormones de synthèse augmentent le risque d'infarctus et de cancer du sein.
À l'époque, cette annonce nous a fait l'effet d'un coup de massue. Ça a secoué l'ensemble des gynécologues. Jusque-là, nous étions tous d'avis que la prise d'hormones pendant et après la ménopause protégeait les femmes de l'infarctus. L'étude WHI montre le contraire. Sa publication entraîne un fort recul des prescriptions de traitement hormonal de la ménopause. 10 ans plus tard, une nouvelle interprétation des données remet en cause ces conclusions. Les femmes ayant participé à l'étude étaient trop âgées ou en surpoids, ce qui aurait faussé les résultats. L'étude a donc été réévaluée il y a 4 ans. Il est intéressant de noter que selon ces conclusions, le risque d'infarctus du myocarde n'est pas majoré de manière significative. Par ailleurs, je préviens mes patientes qu'il y a un risque de cancer du sein et je leur recommande de se faire examiner régulièrement. Mais c'est en principe le seul risque. Reste que c'est aussi la principale inquiétude des patientes. Fin 2017, les données de l'étude WHI ont été réactualisées. Ce qui en est ressorti, c'est qu'en définitive, il n'y a pas de mortalité accrue chez les femmes ayant reçu des hormones. Les hormones, en prendre ou pas? Cet apport artificiel fait-il, oui ou non, du mal à mon corps? La question fait débat depuis plusieurs dizaines d'années. C'est aussi une affaire d'intérêt financier et de lobby. Quelles seront les prochaines recommandations? À l'heure actuelle, les traitements hormonaux substitutifs sont réservés aux femmes présentant des troubles intenses et doivent être les plus courts et les plus faiblement dosés possibles. La crainte des risques induits par les hormones de synthèse a poussé sur le devant de la scène les hormones dites bioidentiques, qui ont la même structure chimique que les hormones produites par le corps humain. Ce sont des préparations magistrales fabriquées en pharmacie à partir de matières premières naturelles, toutefois après de nombreuses opérations de synthèse. La matière première des hormones bioidentiques est la racine d'igname, qu'utilise aussi l'industrie pharmaceutique. Ces hormones dites naturelles sont dosées selon le taux hormonal de chaque patiente. Elles n'entraîneraient apparemment aucun effet secondaire, mais on conseille aux femmes de se faire examiner régulièrement ou de faire un test de salive, qu'elles doivent payer de leur poche. En Europe, ces hormones ne sont délivrées que sur ordonnance. Ce n'est pas le cas aux États-Unis, où elles sont en vente libre, mais sans doute à trop faible dose. Cela représente un risque, selon la professeure Pauline Maki, psychiatre à Chicago. Elle s'appuie sur les premières études réalisées sur les hormones bioidentiques. Si l'on associe la progestérone aux œstrogènes dans les traitements contre les symptômes vasomoteurs, c'est pour prévenir le cancer de l'utérus. Il est donc très important que les femmes reçoivent une dose adéquate de progestérone. Or, les traitements à base d'hormones bioidentiques suscitent des inquiétudes car les femmes ne recevraient pas toujours la dose de progestérone nécessaire. La Société nord-américaine de la ménopause a publié une étude montrant que les femmes ayant suivi un traitement à base d'hormones bioidentiques présentaient un taux élevé de cancer de l'endomètre. La progestérone bioidentique est loin d'être aussi efficace que son équivalent synthétique, le gestagène. Celui-ci n'est prescrit que sur ordonnance, aux États-Unis comme en Europe. Et qu'en est-il des traitements 100% naturels à base de plantes? Ces derniers temps, j'ai des insomnies et je transpire pas mal. Des troubles du sommeil, d'accord. Avez-vous d'autres problèmes? Je suis parfois de mauvaise humeur. En une seconde, je passe de la joie à la tristesse. De vraies montagnes russes. Je peux vous proposer un produit à base de plantes pour commencer. Lactea grappe est tout à fait indiqué dans votre cas. C'est avec ou sans hormones? C'est une préparation sans hormones. Lactea grappe n'a aucun effet hormonal. Ce n'est pas le cas de toutes les préparations phytothérapiques. Des produits à base d'extrait de soja ou de trèfle rouge contiennent des isoflavones, proches des œstrogènes, les hormones sexuelles féminines. Les effets bénéfiques ou délétères de ces phytoœstrogènes n'ont pas été assez étudiés. Ceux de Lactea grappe, oui.
Les femmes qui souffrent par exemple d'un cancer du sein et ont besoin d'un traitement anti-œstrogène se demandent souvent si elles peuvent prendre une préparation à base d'acté à grappes. Selon l'état actuel des connaissances, on peut prescrire à ces femmes ce genre de préparation pour diminuer les bouffées de chaleur. La recherche s'intéresse désormais aussi aux hommes, connaissent également des changements hormonaux. Une période difficile à vivre pour certains. Chez l'homme, la testostérone, l'hormone de la masculinité, diminue progressivement à partir d'environ 40 ans. Des études récentes ont montré qu'un homme âgé sur 10 souffre de fatigue et de perte d'entrain. La production de testostérone est toutefois propre à chacun. Le taux est à son plus bas niveau chez les hommes âgés et atteint son pic chez les jeunes adultes. Quels sont les effets de la testostérone ? Elle stimule la croissance des poils et de la musculature, influence la densité osseuse et la production des globules rouges. La testostérone influe également sur la libido, la puissance sexuelle, la production de sperme, ainsi que sur la force et l'endurance. Le professeur Christoph Bamberger reçoit tous les jours des hommes inquiets pour leur santé. Il est endocrinologue et s'est spécialisé dans les bilans de santé pour les hommes. Bonjour, je suis le professeur Bamberger. Bienvenue au centre de prévention médicale de Hambourg. Uwe Böhm veut faire un check-up complet car il a souffert à plusieurs reprises de violentes crises de vertige. Hormis cela, vous vous plaignez également de fatigue, d'épuisement. Quand est-ce que cela a commencé? Était-ce insidieux ou est-ce apparu à un moment précis? Je le remarque depuis quelques années avec le travail. Je crois que je ne sais pas lever le pied. Je me rends compte que je travaille sans interruption et je le fais toujours volontiers. Mais à un moment, la coupe est pleine. Je rentre à la maison et je suis mort de fatigue. Maintenant, je fais des pauses, mais je ne récupère pas vraiment. Est-ce que cela peut avoir un lien avec les hormones ou est-ce que c'est lié à l'âge? Je me pose la question. Parler chez vous de signes de vieillesse serait prématuré. Mais il me paraît opportun de vous examiner. Cela permettra notamment d'exclure certaines maladies qui peuvent être à l'origine de la sensation de fatigue. Il n'y a pas que les hormones. Des maladies communes ou une carence en vitamines peuvent être en cause. Le patient de 56 ans, qui bénéficie d'une complémentaire santé, va passer un check-up complet. La prise de sang pour le dosage hormonal doit s'effectuer tôt le matin car le taux baisse progressivement au cours de la journée. Très bien. Vous pouvez vous détendre. C'était le moment le plus désagréable de la journée. C'est terminé, on ne vous embêtera plus. Appuyez dessus quelques instants. L'homme de plus de 50 ans, nous sommes tous les deux concernés, a tendance à se dire « Mince, rien n'est plus comme avant, je n'ai plus d'énergie. » Qu'est-ce qui se passe? Est-ce simplement lié à l'âge ou s'agit-il d'une maladie qui peut ou doit être traitée? Chez nous, c'est la consultation standard. Nous voyons cela tous les jours. Il ne s'agit pas d'une situation exceptionnelle. Ce qui est rare, en revanche, c'est que ce soit dû à un réel déficit hormonal, qu'il faut alors traiter. La carence en testostérone, par exemple, constitue une exception. À Rostock, le professeur Robin Haring, épidémiologiste, enseigne les sciences de la santé comparée. Il fait des études comparatives sur l'efficacité des traitements substitutifs par la testostérone, par exemple, en cas de carence hormonale.
Un faible taux de testostérone a des effets multiples. Cela commence avec une perte d'entrain, une baisse de la concentration et surtout une sensation d'épuisement. Cela se poursuit avec des symptômes sexuels, des troubles de l'érection, etc. Il y a aussi des problèmes urologiques. Le spectre des symptômes est large. La difficulté est que nombre d'entre eux sont aspécifiques et qu'aucune étude n'a encore pu établir de lien évident avec la testostérone. Robin Haring est parvenu à cette conclusion après avoir réalisé une étude de 10 ans sur 2000 hommes. Son objet ? L'influence de la testostérone chez les hommes âgés, en particulier sur les maladies cardiovasculaires. On a étudié les liens entre la testostérone et différents facteurs de risque cardiovasculaire, comme l'obésité, le diabète, le syndrome métabolique. Et on a pu prouver que les hommes présentant un faible taux de testostérone avaient un risque plus élevé de développer ces différents facteurs. On a par conséquent émis l'hypothèse que ces faibles taux constituaient un risque pour la santé. Et on s'est consacré activement à la recherche. Et il s'est avéré que ces taux n'étaient pas impliqués de manière causale, mais étaient plutôt corrélés, dans le sens où le vieillissement chez l'homme accroît les facteurs de risque, lesquels influent à leur tour sur le taux de testostérone. En ce sens, l'ennemi numéro 1 de la testostérone est l'obésité ou la prise de poids, surtout au niveau du tour de hanche ou du tour de taille. On a longtemps cru que la graisse autour des hanches était inerte, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive récemment qu'elle était métaboliquement très active et que la testostérone s'y transformait en œstrogène. La graisse abdominale est en quelque sorte une usine à hormones, très active sur le plan métabolique. Plus un homme est en surpoids, plus il perd de testostérone au profit des œstrogènes. Des études ont montré que la testostérone peut justement réduire la graisse abdominale. Mais quels sont les risques ? Nous savons aujourd'hui que la testostérone ne provoque aucun cancer de la prostate, mais favorise en revanche la croissance d'un cancer somnolent ou débutant. Nous devons donc être tout à fait sûrs qu'aucune tumeur n'est préexistante, car la testostérone pourrait réveiller, pour ainsi dire, une tumeur inoffensive. Malgré ce risque, l'hormone est vendue comme un remède anti-âge. Et c'est un succès. Son chiffre d'affaires mondial a été multiplié par 100 ces 30 dernières années. Les études les plus récentes sur les traitements à base de testostérone viennent des États-Unis et ont été publiées début 2017 sous le nom de T-Trials, essai T. Cette série d'études a été menée sur 800 hommes. Elle visait à évaluer les effets de ces traitements sur la qualité de vie, les facteurs de risque cardiovasculaire et les symptômes sexuels. Le verre est-il à moitié vide ou à moitié plein ? Difficile de trancher, car ces études n'ont démontré aucun bénéfice clair. Le lien entre un traitement substitutif à long terme et un risque cardiovasculaire accru continue à être débattu. Si les participants ont fait état d'une hausse de la libido, celle-ci a de nouveau diminué après quelques mois. Point positif, une meilleure densité osseuse. Les résultats de l'examen sont arrivés. Uwe ne souffre d'aucun déficit de testostérone. Mais une autre hormone lui fait défaut, la DHEA, un précurseur de la testostérone. Fabriquée sous forme synthétique ou bioidentique, elle est prescrite depuis quelques années dans le traitement de la vieillesse et possède des propriétés antidépressives. La DHEA est une substance que nous connaissons depuis plus de 50 ans. Par conséquent, plus aucun brevet ne peut être revendiqué par quiconque. C'est pourquoi l'industrie pharmaceutique s'en désintéresse, car elle ne constitue plus une innovation. Ainsi, la DHEA est fabriquée par des pharmacies qui produisent dans leur laboratoire des médicaments prescrits sur ordonnance. À l'ère de l'anti-âge, certains se sont spécialisés dans les préparations endocrinologiques, lotion capillaire hormonale, gélules de DHEA, gel à la testostérone, crème anti-rides, le tout dosé individuellement.
On voit bien que le carrousel des hormones continue sa ronde, et que même en science, il y a des modes. Un jour, c'est telle hormone, le lendemain, telle autre. Les études sur la DHEA sont encore imparfaites. Sur ce sujet, il y a encore très peu de preuves sur les effets réels des traitements. Amsterdam. C'est ici qu'a eu lieu en 2017 le Congrès européen sur la ménopause et l'andropause. L'andropause est provoquée par la baisse du taux de testostérone chez les hommes vieillissants. Mon intervention portera sur les traitements substitutifs à base de testostérone chez l'homme vieillissant, bénéfices et risques. Le vieillissement est une condition, tout comme le syndrome métabolique. Augmenter la qualité de vie. Tel est le credo principal du Congrès. Face au vieillissement de la population, la science travaille à allonger la durée de vie. Des chercheurs de 160 pays viennent ici échanger. La santé et la vitalité sont des attributs convoités, y compris par des hommes jeunes qui achètent illégalement de la testostérone sur Internet. Je continue de penser que la testostérone est un médicament qui ne devrait être prescrit que si l'indication le justifie. Certains jeunes hommes l'utilisent pour se muscler. C'est un usage lié à un mode de vie, et je ne pense pas que ce soit une bonne chose. C'est un médicament, un traitement, qui ne devrait être prescrit que sur ordonnance. La substitution hormonale, pour ou contre? La question est âprement débattue parmi les scientifiques. L'approche de la ménopause dans d'autres cultures suscite aussi la discussion. Dans le monde, 500 millions de femmes sont concernées. La plupart des femmes turques privilégient les remèdes à base de plantes pour traiter leurs bouffées de chaleur et les médicaments topiques pour lutter contre la sécheresse vaginale. En Chine, les femmes souffrent principalement de mal de dos, d'insomnie et de troubles du sommeil. Près de 90% des femmes ménopausées ont aussi des dysfonctionnements sexuels, mais elles ne s'en plaignent pas ouvertement. En Inde, les bouffées de chaleur sont vécues différemment selon le type de population. Les femmes qui vivent dans les régions rurales ne se sentent pas incommodées parce qu'elles travaillent beaucoup en plein air et ont l'habitude d'avoir chaud. En revanche, celles qui travaillent en ville dans des bureaux climatisés se sentent embarrassées par les bouffées de chaleur. Les plus gênées sont les femmes ayant une ménopause dite chirurgicale, qui est très difficile à vivre et provoque de sévères bouffées de chaleur. Pauline Naki est professeure au sein du département de psychiatrie et psychologie de l'Université de Chicago. Ses recherches visent à comprendre comment les femmes vivent la ménopause sur le plan émotionnel. Nous avons découvert qu'il est très courant pour les femmes d'expérimenter une détérioration de l'humeur pendant la transition ménopausique. La plupart ne connaissent toutefois pas de dépression cliniquement significative. Seule une minorité est concernée, mais pour celle-ci, les troubles sont marqués. Les femmes les plus à même de développer des troubles dépressifs majeurs pendant la transition ménopausique, ce sont celles qui ont connu un épisode dépressif majeur auparavant. Quels sont les moyens, médicamenteux ou non, pour surmonter cette situation souvent vécue comme une crise? Aux États-Unis, la paroxétine est un antidépresseur faiblement dosé, autorisé pour le traitement des bouffées de chaleur. Mais ses effets sont limités. Il y a aussi des approches non pharmacologiques. L'une des plus intéressantes, selon moi, est la thérapie cognitivo-comportementale. Elle diminue la sensation de gêne chez les femmes qui souffrent de bouffées de chaleur. Son efficacité a été prouvée par des études aléatoires. Le point positif est que les femmes changent leur perception vis-à-vis des bouffées de chaleur, qui leur paraissent moins catastrophiques. Et l'efficacité de cette approche thérapeutique se prolonge dans le temps. Les femmes n'ont donc pas besoin de prendre des cachets en continu pour en préserver le
Outre la thérapie cognitivo-comportementale, l'hypnose aussi serait efficace, selon les derniers résultats de recherche américains. Ces approches pourraient-elles aussi intéresser les hommes concernés par l'andropause? Nul ne le sait, faute d'études sur le sujet. En revanche, les recherches viennent éclairer une autre question majeure, celle de la responsabilité du faible taux de testostérone dans la calvitie précoce. Le soi-disant lien entre le taux de testostérone et la perte de cheveux fait partie des grands mythes. Nous n'avons découvert aucun lien dans nos données. La meilleure façon de prédire ce qui arrivera à ses cheveux, c'est encore de regarder le crâne de son père. Génétique, protéines et hormones, rien n'échappe à la recherche. La testostérone a acquis un statut hybride entre le médicament et le produit anti-âge. Car les hommes âgés ne sont pas les seuls à qui l'on suggère que l'hormone masculine augmente les performances. Aux États-Unis, le phénomène est beaucoup plus développé. Ici, nous y arrivons aussi, tout doucement, avec le sujet des compléments alimentaires, des hormones, etc. C'est problématique, car on ingère de nombreux produits sans réelle indication thérapeutique ou raison médicale. Beaucoup sont en vente libre en pharmacie. Il y a donc beaucoup d'automédication, d'essais en roue libre en somme. On ne sait pas vraiment quelle est la situation de départ, quel est l'objectif thérapeutique et ce qui se passe. Avec la découverte de l'andropause, l'industrie médicale a-t-elle fait de l'homme âgé un être déficient? À quels symptômes doit-il être sensibilisé? Les détracteurs parlent de disease mongering, la fabrication de maladies. Le disease mongering consiste à essayer de transformer les troubles du vieillissement en syndrome, lequel doit alors être traité par une médication adéquate. La question qui se pose est de savoir si ces troubles nécessitent vraiment un traitement médical, ou si le traitement est parfaitement inutile. Le désir de rester jeune et en forme est nourri par une société qui exige de tous des performances records et discrédite la vieillesse. Quel regard portent d'autres cultures sur cette phase de la vie? Le Japon, par exemple. L'image qu'ont les Japonais de la vieillesse influence-t-elle la façon dont la ménopause est vécue là-bas? Les Japonais n'avaient pas de terme pour parler de ce que l'Occident pense comme un moment spécifique et très important et très signifiant pour évoquer la stérilité due à l'âge et la cessation des menstruations, parce que dans cette pensée, le vieillissement est pensé d'une manière plus commune aux femmes et aux hommes, et la cessation des menstruations et de la fertilité, eh bien, elle est pas plus importante que le vieillissement des cheveux ou bien le fait de se recourber avec l'âge, etc. Mais le Japon traditionnel aussi change. Partout dans le monde, les modes de vie s'uniformisent, tout comme le regard porté sur la vieillesse et la ménopause. Mais pourquoi la ménopause existe-t-elle? Pourquoi une telle longévité après la fin de la fertilité? Ces questions intéressent les scientifiques du monde entier. Pour certains, la ménopause est un phénomène moderne dû à l'allongement de la vie. À l'université d'Exeter, l'éthologue Darren Croft et son équipe cherchent des réponses en étudiant les orques. Ces grands cétacés sont, avec les dauphins pilotes et les hommes, les seules espèces connues à vivre la ménopause. Le mâle qui vient de sortir de l'eau, c'est J1. C'est l'un des mâles les plus âgés. Les chercheurs se basent sur des films d'une étude menée pendant 40 ans par le Centre de recherche sur les baleines à Seattle. Une femelle très âgée, décédée depuis, a fait l'objet d'une attention particulière. Elle n'avait pas mis bas depuis au moins 40 ans. Elle a bénéficié d'une longévité post-reproductive exceptionnelle. Pourquoi l'évolution a-t-elle conduit à la perte de fertilité de ces animaux femelles au milieu de leur vie?
La clé pour comprendre ce phénomène réside dans la structure familiale de ces groupes d'animaux. Chez les orques, les fils et les filles adultes restent dans leur famille. Nous avons découvert que la mort d'une femelle âgée multiplie par 8 le risque de mortalité de ses descendants mâles. Les femelles âgées contribuent donc à garder leurs fils adultes en vie, notamment en partageant avec eux les saumons qu'elles attrapent. Mais nous savons aussi que leur connaissance sur la recherche de nourriture bénéficie à tout le groupe. Ces doyennes guident le groupe et savent où la nourriture est la plus abondante. Elles renonceraient à procréer afin d'éviter une concurrence entre les générations. Elles atteignent un point où elles arrêtent de se reproduire pour se consacrer à la survie des autres membres du groupe. Nous pensons que des mécanismes très similaires peuvent expliquer l'apparition de la ménopause chez les humains. Les premières communautés humaines aussi ne pouvaient survivre que si la nourriture était partagée et que leurs membres ne se faisaient pas concurrence. La ménopause pourrait être le résultat de cette pression de sélection. Dans la société actuelle, on a tendance à mettre les anciens au banc, dans des maisons de retraite, tandis que dans les sociétés traditionnelles, ils occupent une place centrale. On ne devrait pas sous-évaluer le rôle que les anciens peuvent jouer. C'est ce que l'orque nous apprend. Peut-être accepterons-nous mieux de vieillir lorsque cette période de la vie sera à nouveau valorisée. Histoire de reprendre la main sur les changements hormonaux et éviter qu'ils ne jonglent un peu trop avec nos émotions.